Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Fribourg pour le premier épisode de Ask Your Job. Mon invité aujourd'hui, c'est François Codouret, un jeune taxidermiste passionné par son métier, à qui j'offre comme cadeau une bouteille d'eau qu'il tient actuellement dans sa main. Pourquoi une bouteille d'eau? Symbole de vitalité d'esprit, symbole de force et de joie. Et c'est exactement ces critères-là qui vont remplir le temps de cette interview. Merci François de m'accueillir aujourd'hui dans l'atelier de vente de taxidermie à Fribourg. Je regarde ces magnifiques animaux qui sont présentés et je me demande qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir taxidermiste? Alors, j'ai eu envie de devenir taxidermiste parce que c'est un métier qui est très varié, beaucoup de choses à faire du point de vue artistique, visuel, etc. Faut aimer bien les arts visuels, dessiner, modeler surtout. Aussi le côté animalier, c'est très intéressant. On voit de tout. Donc Qu'est-ce qui t'a donné, ou alors qui t'a donné l'envie de devenir taxidermiste? Est-ce ton père? Est-ce ton grand-père? Ou est-ce que tout simplement tu t'es dit j'aime bien les arts visuels, j'aime bien faire un métier où je touche un peu des objets avec la main et donc je veux devenir taxidermiste? En fait, c'est un peu tout ce que tu as dit là. C'est mon grand-père, mon père. Le métier, il est intéressant. Puis moi, je suis curieux et tout. Donc Ton père et toi-même, vous recevez un animal mort. Est-ce que vous devez suivre une procédure administrative afin de vérifier la provenance de cet animal? ouais, alors ça, c'est obligatoire. Ça, c'est dans la loi. On est obligé de tout déclarer. Parce que il y a eu des abus et tout il y a longtemps. Donc ils ont vu que c'est pas possible de faire confiance aux gens. Donc c'est obligé. On doit remplir un fichier, une feuille quand quand on a trouvé l'animal, où on l'a trouvé, etc. Et puis on envoyait ça au service de la faune. Puis c'est eux après qui voient si on peut garder, etc. Parce que si on trouve par exemple un lynx, on peut pas forcément le garder. C'est plus le musée d'histoire naturelle qui va le garder du canton. Parce que c'est quelque chose qui est très rare. Et puis ça nous est arrivé une fois, une qui apprenait à conduire, qui a shooté un lynx, mais elle a pu le garder. Mais ça, c'est très très rare, ça. C'est extrêmement rare. Mais elle a rempli, on a rempli tous les papiers, puis on a envoyé ça au service de la faune. Puis dans l'atelier de ton père, quelles sont les différentes étapes qu'il faut effectuer pour réussir à obtenir un animal d'une apparence vivante, alors qu'au départ, il était mort? Ouais, alors, c'est la chose la plus importante au début, c'est que l'animal il soit bien frais. Parce que c'est l'étape la plus importante, parce que tout au long du processus, du montage, etc., il peut par exemple perdre ses poils, perdre ses plumes, etc. Et ça casse après tout ton travail. Alors c'est la première chose à faire. Et puis après, la deuxième chose, c'est tu dois l'écorcher, enlever toute la viande, etc., tout ce qui peut pourrir euh, de l'animal, l'extraire. Puis après, tu traites cette peau, tu vas la mettre dans un espèce de bain pendant 2 mois. Euh, Après, il y a des fois des techniques qui sont différentes, donc je te dis la plus commune. Après, on le sort, on fait la maquette pour bien travailler sur les muscles, etc., sur les volumes. Et la peau, on la traite quand même après. Il faut bien que ça soit tout enlevé parce que si par exemple, pour que l'animal est dur, il faut que ça soit quand même du propre. Faut qu'il y ait juste la peau, les plumes ou les poils. On garde des fois les os, mais il faut que ça soit vraiment propre. Après, on met sur la maquette et puis on ajuste, etc. On fait en sorte que ça soit la même chose que dans la réalité. Dans le monde, c'est pas nouveau, il y a une multitude d'animaux avec des profils, des formes différentes.
Ma question, c'est comment faites-vous pour avoir à chaque fois le moule idéal quand vous créez justement cette mousse que vous mettez à l'intérieur de l'animal? Comment faites-vous pour avoir beaucoup de moules différents? Parce que vous pouvez recevoir un chevreuil, comme vous pouvez recevoir un chat. Donc, comment faites-vous pour avoir une multitude de moules face au nombre incroyable d'animaux qu'il y a? Ouais, alors ça, c'est l'un des plus gros challenges des taxidermistes. C'est de trouver le moule idéal pour bien faire en sorte que la peau, elle soit bien adaptée au moule. Et ça, c'est vrai que c'est vrai. Alors ça, en fait, nous, on a tellement de choses différentes à faire. On peut pas avoir des moules. Les moules, je mets une petite parenthèse, on coule des moules, on fabrique le modèle nous-mêmes. Ça, on peut pas trop faire parce que ça nous prend beaucoup trop de temps. Des fois, c'est assez compliqué. Donc, on achète peut-être à 30%, on achète par exemple des moules déjà faits, puis on arrive bien à les sculpter. Après, c'est des moules en polyuréthane, donc on arrive bien à les modifier. Ça, c'est très bien. Des, des fois, on fait ça pour certaines choses, mais le plus souvent, on fabrique quand même de nous-mêmes le moule, la maquette de paille, de plâtre, polyuréthane. On coule du polyuréthane parce qu'on a deux trois moules, on coule quand même nos polyuréthanes. On a, disons, 60% du temps, on coule nos moules, nos 70%, on fait nous-mêmes nos modèles. Voilà, ouais. Mais on arrive à tout trouver sur le marché, ouais, des moules, des maquettes. Donc, François, tu as parlé d'une maquette. Est-ce que aujourd'hui, on empaille encore les animaux ou est-ce qu'on utilise plutôt d'autres matériaux afin de donner à l'animal une apparence la plus réaliste possible? Alors maintenant, en fait, puisque la taxidermie ça a évolué, on fait quand même différemment, mais on fait quand même pour la paille quand ça nous simplifie, parce que la paille c'est quand même une matière aussi écologique, qui est très facile à manier, qui est très facile que ça soit vraiment solide, que ça dure dans le temps. Donc on garde quand même cette technique, parce que c'est une technique qui est vraiment qui marche. Mais après, il y a des autres techniques, par exemple, qui sont plus faciles et plus rapides à faire. On fait avec du polyuréthane ou bien de la matière synthétique. La matière synthétique, ça permet aussi pour certaines choses de faire mieux le travail, de travailler mieux sur les détails. C'est plus facile pour aussi faire un travail plus joli. Mais la paille, c'est plus pour les choses, plus quand on doit faire des choses en gros, une armature et tout. Puis après, on met par-dessus de la pâte à modeler, etc., du plâtre, etc. Mais on travaille quand même aussi. François, quels sont les projets d'animaux les plus fous sur lesquels tu as travaillé? Quels sont les projets qui t'ont émerveillé, les projets dans lesquels tu t'es épanoui, et peut-être même les projets où tu as découvert des animaux que tu ne connaissais pas avant visuellement? Ouais, alors ça serait juste, je pense, le plus impressionnant, c'est un crocodile qu'on a fait il y a 7 8 ans. C'était un énorme crocodile. Et c'était très très impressionnant. C'est un crocodile du Nil, mais je sais plus combien de mètres il mesurait, mais c'était vraiment un gros, puis c'était du boulot, c'était une chose qu'on n'avait jamais faite, donc forcément on est impressionné, quoi. C'est ça le plus gros. Après ça, c'était pour un gros château, quoi. Après, c'était un silure aussi. C'est les choses les plus grosses, souvent, elles nous impressionnent le plus, hein. C'est un immense silure je sais plus maintenant, de 2 3 mètres de long, un truc vraiment grand, quoi. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'a impressionné parce que j'avais pas l'idée qu'on qu'on ait ce type d'animal énorme dans nos lacs suisses, quoi. Alors après, il y avait une chose impressionnante aussi, c'était un ours qu'on a fait, puis c'était assez impressionnant parce qu'il était énorme, il était très... voilà, c'était un grizzly, quelque chose de très impressionnant. Donc ces animaux-là,
quand on les voit en fait en vrai, c'est quand même plus impressionnant versus à la télé, quoi. Ouais. Et cette ours a fini aussi pour un propriétaire privé ou alors pour un musée? Alors ça, c'était pour un propriétaire privé, c'était pour un chalet. Et puis il l'a monté, c'était en fait un chalet dans un chalet, c'était quelque chose d'assez spécial. Et puis c'est nous qui l'avons monté assez en hauteur. Ça faisait très impressionnant en hauteur. Vous l'avez suspendu dans Oui. un chalet. Oui, oui. François, toi tu reçois beaucoup de clientèle quotidiennement dans ton atelier. Est-ce que cette clientèle est-elle majoritairement aisée ou est-ce qu'il y a quand même une clientèle qui appartient par exemple à la classe moyenne? Dans les 80%, peut-être 70%, c'est les chasseurs. Après c'est les autres, c'est les gens qui trouvent par exemple un oiseau mort, un animal mort. Il y a beaucoup en fait d'oiseaux qui se tuent contre les vitres. Et puis contre les voitures aussi, ils sont chutés par les voitures. Après c'est ça qui nos clients, c'est particulier là. Et puis après il y a les théâtres, voilà, les théâtres, les artistes, etc. Ça c'est moi, c'est 5% je pense. Oui, alors en fait ça c'est bien que tu me dises ça parce que j'ai oublié juste avant, ça fait partie aussi des 5% à peu près des clients, c'est les gens qui viennent apporter leurs animaux de compagnie. C'est un peu plus, il y a un peu plus maintenant de gens, on ne sait pas pourquoi, mais c'est les chats, il y a un peu plus de gens qui viennent apporter leurs chats. Et ça arrive, ouais. Les clients, il est souvent bien satisfait souvent parce qu'il est comment avant on avait des techniques moins avancées pour faire les animaux de compagnie, pour travailler les expressions et tout, les matières étaient moins avancées, les matériels, donc les clients ils étaient moins un peu déçus, etc. Mais parce qu'il faut dire aussi que quand on travaille sur un animal de compagnie, le propriétaire, il a vu toute sa vie les expressions faciales, il les connaît. C'est des expressions faciales typiques, très, très particulières, très, très uniques, que seul le propriétaire connaît. Alors c'est dur de faire exactement la même expression, exactement la même chose, 100% la même chose. Parce que l'humain, il est très doué pour reconnaître les expressions. Hein, c'est pour ça que c'est assez dur. Mais ça se passe bien souvent. Hein. Et en fait, dans ta profession, quels sont les aspects, on va dire, les plus positifs dans ta vie quotidienne quand tu es à l'atelier? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus, c'est le côté artistique, le côté on travaille avec des animaux, avec le côté intéressant de la faune. Et puis aussi le côté artistique, on travaille quelque chose, c'est visuel, on travaille de ses mains, aussi de ses mains, c'est plaisant de travailler avec ses mains, ouais. Puis tu finis quelque chose, tu débutes et tu finis une pièce, c'est ça qui est super, ouais. L'esprit d'aboutissement d'un projet en fait. Ouais, exactement, ouais. Et quels sont les aspects négatifs dans la vie quotidienne à l'atelier? Est-ce que c'est par exemple le fait de sortir les matières intérieures de l'animal où des odeurs peuvent se dégager, des odeurs pas forcément très plaisantes? C'est un bon exemple. Est-ce que ça pourrait être ça? Alors, pour moi, les aspects les plus négatifs, c'est l'odeur et l'aspect visuel. Par exemple, s'il y a beaucoup de sang ou bien ce genre de choses. Alors François, où est-ce que tu commandes la matière première dont tu as besoin, comme par exemple les moules, les yeux des animaux? Où est-ce que tu commandes ces matières? En fait, nous, on commande, ça s'appelle l'entreprise Bauer. Alors, ils ont tout ce qu'il faut, là. Ils ont vraiment beaucoup de choses et tout. Donc, et c'est une entreprise située en Allemagne, c'est ça? Voilà, ouais. Mais ils sont en Suisse. Nous, on reçoit de Suisse. Alors François, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui ne sait pas exactement quel métier faire plus tard?
qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire envie d'être taxidermiste? Alors d'abord, déjà, il faut qu'il soit intéressé par la nature. S'il est intéressé par la nature, c'est un gros plus. L'aspect art visuel aussi, bien aimer sculpter, etc. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce métier. Et c'est quand même un métier, on peut dire, d'avenir, parce que il y a de plus en plus de clients recherchent ces choses un peu spéciales, hors du commun un peu, ouais. Donc je pense que c'est un bon investissement, puis c'est très intéressant, quoi. Mhm. Ouais. Est-ce que tu te vois un jour reprendre l'atelier de ton père et continuer la tradition familiale qui, je souligne, est assez grande, car c'est quand même ton grand-père qui a débuté cet atelier, par la suite ton père. Est-ce que cette tradition familiale va se poursuivre ou Ouais. est-ce que tu fais plutôt ce métier avec ton père pour l'aider et Mm. pas forcément dans un but de le remplacer? Je pense que je vais reprendre, ouais. Ouais, ouais, ouais. On vous souhaite beaucoup d'amusement à regarder cet épisode et on vous dit à bientôt. Allez, ciao!